C'est un plaisir de vous retrouver pour ce rendez-vous de l'information, dont voici les titres. Nouveaux enlèvements au Nigeria alors qu'on est sans nouvelles des 219 jeunes filles enlevées à Chibok. Ce sont 60 femmes et jeunes filles qui sont victimes de kidnapping de la part de Boko Haram. Une trentaine de médecins actuellement sur le sol guinéen pour renforcer l'équipe médicale sur place. Ils viennent de Cuba et c'est dans le cadre de la lutte contre Ebola. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. C'est le premier cas d'Ebola qui vient d'être annoncé au Mali. Une fillette de 2 ans en provenance de Guinée, un des pays les plus touchés par cette épidémie. La petite fille a été placée en quarantaine selon les autorités sanitaires et les personnes ayant eu des contacts avec elle ont été placées sous surveillance. Toujours Ebola, dans le cadre de la lutte contre l'épidémie d'Ebola, 38 médecins ont été envoyés en Guinée en appui au personnel soignant. Et à leur arrivée, ils ont été reçus par le chef de l'État, Alpha Condé. Au palais Sékou Touréa, ces professionnels de la santé du Cuba sont venus rassurer de leur engagement au président de la République à soutenir la Guinée dans la lutte contre l'épidémie de la fièvre hémorragique à virus Ebola. Une démarche saluée et appréciée par professeur Alpha Condé. Vous avez une coordination avec Dr Sakoba. C'est avec cette coordination que vous allez travailler. Et c'est eux qui vont vous dire, voilà ce que nous souhaitons. Donc j'espère bientôt rendre visite au peuple cubain pour aller leur présenter les remerciements du peuple de Guinée. J'espère qu'ensemble, nous allons vaincre rapidement l'Ebola. Le président de la République a ensuite mis l'occasion à profit pour parler des relations d'amitié et de coopération mutuelle qui existent entre les peuples cubains et guinéens depuis des lustres. Dans la même dynamique, professeur Alpha Condé a témoigné de son engagement à toujours renforcer l'axe de coopération avant Conakry. Il y a eu un appel qui a été lancé par le système des Nations Unies dans la personne de son secrétaire général, M. Ban Ki-moon, et en même temps par la directrice générale de l'Organisation mondiale de la santé. Et Cuba a répondu positivement, même les autorités guinéennes ont aussi adressé une sollicitude à notre gouvernement. C'est pour cette raison qu'on a répondu positivement et on est très satisfait parce qu'on a reçu déjà une brigade médicale cubaine qui va s'intégrer dans la lutte contre le virus Ebola ici dans ce pays frère qui est la Guinée. La République du Cuba affiche son engagement dans la riposte contre le virus Ebola en Guinée, en envoyant ses professionnels de la santé pour se joindre à ceux déjà sur le terrain. Une manière de mener une lutte coordonnée pour bouter le virus hors du pays. Direction le Nigeria à présent. La menace Boko Haram est encore permanente dans le pays. On parle de nouveaux enlèvements de femmes et jeunes filles dans le nord-est du pays. Au total, 60 femmes auraient été kidnappées dans les villages de Ouagamangoro et Garta dans l'état d'Adamawa le week-end dernier. Cet acte compromet ainsi l'accord de cessez-le-feu que l'État nigérian souhaitait conclure avec les islamistes de Boko Haram, accord qui prévoyait la libération des 219 jeunes filles de Chibok. En Tunisie, jour J-2 pour les législatives, un scrutin qualifié d'historique. Le pays est actuellement sous tension. Ce jeudi, des heurts avaient éclaté entre les forces de sécurité et les terroristes dans le sud du pays. Il y a eu des échanges de tirs et même des explosions dans la soirée près de Tunis. Des attaques djihadistes pourraient être à craindre avant le scrutin de dimanche. Au Burkina Faso, la révision de la Constitution était au menu d'un débat organisé par le Centre de la gouvernance démocratique, CGD. Il s'agissait de recueillir les amendements de la société civile par rapport aux propositions contenues dans la révision. La révision du code électoral introduit à l'Assemblée nationale ce 21 octobre prend en compte les principales recommandations de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, selon le conférencier Abdul Karim Sango, enseignant. Cette conférence débat a été organisée par le CGD, le Centre pour la gouvernance démocratique, dans le but de recueillir les amendements de la société civile par rapport aux différentes propositions contenues dans la révision. Sur les 54 articles concernés par cette modification, l'article 266 bis est celui qui a le plus focalisé l'attention des participants. L'article dit en substance qu'en cas de difficultés graves au niveau de la CENI,
le ministère chargé des libertés publiques, c'est-à-dire dans notre contexte, le ministère de l'administration territoriale et de la sécurité, va être l'organe compétent pour l'organisation des scrutins. Il prendra simplement le soin d'informer le Conseil constitutionnel ou le Conseil d'État. Donc en fait, on ne requiert pas leur avis. Je suis content de les tenir informés de ce qu'il y a des difficultés. Évidemment, c'est une disposition qui viole la charte africaine de la démocratie, de la gouvernance et des élections et le protocole de la CEDEAO sur la bonne gouvernance et la déclaration de Bamako. La société civile a décidé, tout en saluant les avancées positives contenues dans le code électoral, pour certains aspects, ils ont décidé de se focaliser sur la contestation de cet article, évidemment, qui nous fait reculer beaucoup d'années en arrière. D'autres points, par contre, semblent avoir un écho favorable auprès des acteurs de la société civile. L'âge minimum pour occuper un poste au sein de la CENI qui passe de 35 ans à 21 ans, la prise en charge est déléguée par composante dans les bureaux de vote, la conservation des bulletins validés lors des différents scrutins en cas de contentieux. Une autre proposition est de ramener les heures de fermeture des bureaux de vote de 18h à 16h. Le Centre international de conférence de Diamniadio au Sénégal a été inauguré ce jeudi et le président Macky Sall a fait personnellement le déplacement pour cette inauguration. C'est une foule en liesse qui a accueilli le chef de l'État à son arrivée sur le site. Le Centre international de conférence de Dakar fut un chantier immense qui vient d'être bouclé et livré dans un délai de 11 mois. Une particularité de l'œuvre amenant le chef de l'État à féliciter tous ceux qui ont apporté leur touche pour relever ces défis. Du délégué général à l'architecte concepteur en passant par les partenaires, notamment les Turcs, le président Sall a tenu à souligner cette marque d'estime et d'affection à ses projets. Revenant à l'œuvre justement, c'est une leçon de pédagogie exemplaire étant entendu un délai record de 11 mois. Cette performance, dira le président Macky Sall, porte le label qualité et diligence. Qualité et diligence dans le montage financier, qualité et diligence dans les travaux avec une très grande connectivité d'assainissement, mais aussi d'électricité et d'eau. D'ailleurs, les directeurs généraux de ces sociétés ont été félicités. 57 milliards le coût du gros œuvre, dont 32 pour la partie turque et 25 pour le Sénégal. Le président Sall annonce aussi le montage financier du train express régional avant la fin 2015, une composante du PSE. Rigueur et discipline fondent le progrès des nations, dira le président Sall. Dans moins de 36 jours, c'est le sommet de la francophonie. Le chef de l'État donne rendez-vous à tous pour le lancement de la deuxième université et d'autres projets structurants. Une occasion qui sera saisie par le président de la République pour montrer à ses pairs que le Sénégal s'est résolument engagé dans la voie de l'émergence. Et la 5e édition du sommet global de l'entrepreneuriat doit se tenir en novembre prochain. Et c'est la ville de Marrakech qui a été retenue pour abriter l'événement. À cet effet, une conférence de presse a été tenue ce jeudi à Rabat pour expliquer les enjeux de cette rencontre. Après Washington, Istanbul, Dubaï et Kuala Lumpur, la ville de Marrakech accueillera le mois prochain la 5e édition du Global Entrepreneurship Summit, une plateforme mondiale réunissant entrepreneurs, banquiers et investisseurs afin de promouvoir la croissance. Le choix du Maroc pour organiser cet événement traduit l'excellence des relations entre le Royaume et les États-Unis. C'est une action qui vient consolider ce dialogue stratégique existant entre nos deux pays. C'est aussi une occasion pour nous de faire connaître et de promouvoir tout ce que le Maroc a fait, de développer encore plus l'attractivité marocaine, d'attirer des investisseurs étrangers. Ce sommet a une importance particulière puisqu'il permet en fait à l'ensemble de la communauté des jeunes entrepreneurs au niveau international et particulièrement africain de se retrouver pour pouvoir discuter ensemble en fait des moyens de développer l'innovation et l'entrepreneuriat dans nos pays, le moyen également de partager le savoir-faire et d'arriver à développer en fait à travers les success stories des modèles de réussite individuelle. 3000 participants venus de 50 pays différents participeront à cette manifestation qui se tiendra sous le thème « Exploiter la puissance de la technologie au service de l'innovation et de l'entrepreneuriat », tout un programme pour les entrepreneurs africains.
Ce forum sera couronné par l'émission de recommandations. Des partenariats publics-privés devraient également être lancés au terme de ce sommet. Direction le Canada pour refermer cette édition. L'enquête sur la fusillade de mercredi dernier à Ottawa avance et les premiers résultats commencent à tomber. La police vient de donner l'identité du tireur. Il s'agit d'un Canadien récemment converti à l'islam et assez bien connu des services spéciaux canadiens. Son identité a été confirmée par la police. Michael Zeev Bibo, à l'origine de la fusillade au Parlement d'Ottawa, aurait agi seul. Lors d'une conférence de presse, les enquêteurs ont dressé le profil d'un homme récemment converti à l'islam et qui projetait de se rendre en Syrie. Pourtant, il n'était pas sur la liste des voyageurs dits à haut risque. Bibou ne faisait pas partie des 90 voyageurs à risque élevé qui font actuellement l'objet d'enquêtes à la GRC. Selon certains, c'était quelqu'un de délusionné qui nourrissait probablement des croyances extrémistes. Le drame s'est déroulé mercredi aux alentours de 10h à Ottawa. Près du monument aux morts, le tireur blesse mortellement un militaire, puis il s'empare d'une voiture officielle pour gagner le Parlement. À l'intérieur, il déclenche une fusillade. Au bout de quelques minutes, il est abattu par le chef de la sécurité. Ce jeudi, le Parlement s'est à nouveau réuni. Une minute face au terrorisme. Nous connaissons des temps difficiles, mais l'identité de notre pays est intacte et le travail de ce Parlement se poursuit. Une lutte contre le terrorisme accrue, la surveillance a été renforcée dans les bâtiments publics et dans le métro. La police a également appelé les Canadiens à faire preuve de vigilance. Voilà qui met fin à cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur Africable Télévision.